Bientôt 15h, retour de l'info et de l'après-info. Bientôt la fin de la galère dans les TGV après les sabotages massifs d'il y a 2 jours. La situation est de nouveau à la normale dans l'Est et elle est rétablie à 70% dans l'Ouest et le Nord. Tout devrait donc être rétabli d'ici lundi matin sur la direction de la SNCF. Nous serons avec Pierre Barbin, gare Montparnasse, pour voir comment ça se passe actuellement. Inclusion et bienveillance. Les organisateurs de la cérémonie d'ouverture font le bilan, alors que pour les athlètes, c'est parti pour la compétition. Les Bleus sont en demi-finale de rugby à 7. Nous serons au Stade de France. Et puis, il y a une avancée majeure dans l'enquête sur la disparition de la jeune Lina. De l'ADN de l'adolescente de 15 ans disparue dans le Bas-Rhin il y a 10 mois a été retrouvée dans une voiture découverte dans le sud. Au lendemain de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques grandiose et menée sans accroc dans les gares, la SNCF, elle, est toujours à pied d'œuvre pour rétablir ce trafic à la suite du sabotage géant qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Oui, l'axe atlantique a été le plus touché par les perturbations. Pierre Barbin, vous êtes à la gare Montparnasse, dont les trains partent dans cette direction. La situation rentre petit à petit dans l'ordre ? Oui, petit à petit, c'est le mot. 7 trains sur 10 en circulation aujourd'hui ici à la gare Montparnasse. Ça va bien évidemment beaucoup mieux qu'hier. Il n'y avait qu'un train sur 3 pour rappel dans l'après-midi. C'est vrai que ça va mieux. Ce qu'il faut expliquer malgré tout, c'est que ces TGV qui partent et qui arrivent à la gare Montparnasse connaissent malgré tout des retards parce que ces trains continuent de prendre les lignes classiques et non les lignes à grande vitesse qui sont pour l'instant inaccessibles pour ces trains. C'est ce qu'expliquait en tout cas le ministre des Transports démissionnaire il y a quelques heures maintenant. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'il y a eu un travail exceptionnel de la part des agents de la SNCF qui ont travaillé toute la nuit d'arrache-pied pour tenter de rétablir ces voies. Ils ont travaillé vraiment pendant plusieurs heures pour réparer les dégâts après ces sabotages. Malgré tout, je le disais, il y a des retards, mais c'est vrai que les voyageurs que l'on rencontre prennent les choses avec philosophie. Écoutez-les au micro de Baptiste Deveau. Du coup, là, moi, ça fait un peu plus d'1 heure que j'attends à la gare. Et le train a été retardé 2 fois, donc j'espère qu'il ne va pas être retardé une 3e fois. Tout le monde est un peu dépité de la situation. C'est de la faute de personnes ou en tout cas des gens qui ont commis ces actes de malveillance. Et voilà, donc on attend, mais sinon les gens ont l'air assez sereins et juste attendent. Je le disais, 7 trains qui circulent sur 10. Cela veut dire qu'il y a encore des trains qui sont supprimés. On le voit d'ailleurs sur ces panneaux d'affichage à la gare Montparnasse. Il y a donc encore des perturbations après ces sabotages massifs survenus dans la nuit de jeudi à vendredi. Il y aura encore des perturbations demain, notamment également sur l'axe atlantique. Mais le PDG de la SNCF promet que tout sera rétabli lundi. Merci Pierre Barbin avec Corentin Préat en direct de la gare Montparnasse à Paris pour BFM TV. Et donc, on l'a entendu, sur cet axe atlantique, ce sont 7 trains sur 10 qui circulent désormais. Retour à la normale également sur l'axe nord, vous le voyez, avec le même trafic, 7 TGV sur 10 et situation quasiment rétablie, totalement rétablie même sur l'axe est en direction de Strasbourg avec un trafic revenu, lui, à la normale. Le trafic qui devrait être totalement rétabli lundi matin. Écoutez Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, qui se félicite du travail accompli par ses équipes. On s'est mobilisé, je l'avais dit, c'est notre devoir. On a rempli notre devoir. Les agents de réseau sont admirables. Dans tous les endroits de sabotage, ils ont travaillé depuis hier matin en 3-8. En particulier cette nuit, vous imaginez des projecteurs, il n'y a pas d'éclairage quand on est le long des voies, sous la pluie, et ils ont rabouté les fils un par un. Leur travail acharné a porté ses fruits, puisque ce matin, on avait la bonne nouvelle d'avoir retrouvé un service normal sur l'est de la France. Voilà, donc on a le sud-est et l'est qui marchent bien. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé il y a 2 nuits avec vous, Bernard Robin, ancien ingénieur transport exploitation à la SNCF et à la retraite depuis 5 ans. On le disait, il y a 28 000 km de voies ferrées en France. Est-ce que c'est si facile pour le commun des mortels de saboter des lignes ferroviaires comme ça a été le cas ?
Bien, disons qu'il y a un certain nombre d'installations très sensibles qui sont forcément contrôlées par différents dispositifs, des caméras, des alarmes, etc. Bon, voire des drones d'ailleurs, voire même des survols en hélicoptère dans des périodes de tension particulières. En revanche, 28 000 km de voies, vous vous rendez bien compte qu'il est impossible de les surveiller en permanence. Ça nécessiterait des moyens totalement démesurés et ça frise l'impossible. Donc, je pense que la période ne sera plus au sabotage, vu la vigilance qui a été mise en œuvre, vu les moyens extraordinaires qui ont été mis en œuvre, les déploiements des forces de police, les agents de la surveillance générale de la SNCF et tous les gens qui concourent à la sécurité sont désormais mobilisés. En revanche, sur le long terme, assurer la sécurité de l'ensemble des installations sur 28 000 km de voies, ça paraît quand même un peu hypothétique. Justement, Bernard Aubin, aujourd'hui, comment sont sécurisées justement ces infrastructures ? Bien, pour l'instant, je vous le disais, les infrastructures les plus sensibles à la SNCF comme ailleurs, font l'objet de surveillance et de mesures particulières. Alors, il y a certains centres qui sont pratiquement, je mets entre guillemets le terme, bunkérisés. Les installations les plus sensibles sont extrêmement sécurisées. La problématique ne vient pas de ces centres-là, mais du fait que pour alimenter en information les conducteurs à bord des trains, il faut des câbles qui longent les voies, il faut des armoires électriques qui relient ces câbles. Et ça reste quand même très difficile à surveiller en permanence, sauf à enterrer ces câbles très profondément, mais ce qui reviendrait à rendre les opérations de maintenance extrêmement difficiles. Pareil pour ces armoires électriques, et quand bien même elles seraient renforcées, elles ne seraient pas à l'abri d'actes de malveillance peut-être encore pensés de manière plus aboutie. Alors là, on parle d'actes volontaires, de dégradation, de malveillance humaine, mais parfois ça peut être accidentel. Est-ce que ça arrive fréquemment d'avoir des problèmes sur les lignes grande vitesse ? Bien, sur les lignes de grande vitesse, comme sur les autres lignes, il peut y avoir des dysfonctionnements, il peut y avoir une pelle mécanique qui effectue des travaux aux abords de la voie, voire même ailleurs, car les câbles ne longent pas que les voies. Un coup de pelle mécanique et le câble est brisé, on en arrive exactement à la même situation. Un défaut près, c'est que dans ce cas-là, le dysfonctionnement se cantonne à une ligne ou à une zone de ligne en particulier, tandis que là, il y a eu un acte de malveillance qui a été pensé, réfléchi, concomitant sur plusieurs lignes. C'est ça la grosse différence. Mais les câbles, il faut bien se rendre compte, comme les autres installations à la SNCF comme ailleurs, ne sont pas sursécurisés partout où ils passent, et donc ils peuvent être victimes à la fois de dysfonctionnement, à la fois d'actes de malveillance. Je rappelle que tous les jours, hélas, sur le réseau de la SNCF, il y a divers actes de malveillance qui sont commis. On le regrette, pas avec les conséquences qu'on a pu avoir, puisqu'il n'y a pas cette organisation qui a été mise en place pour nuire, mais des actes de malveillance, des découpages de caténaires, donc ces fils d'alimentation qui alimentent les moteurs électriques des trains, on en a tous les jours. C'est regrettable, hélas, c'est comme ça. Merci Bernard Aubin. Et pour ceux qui prennent la route, donc attention car le trafic est très chargé ce week-end de chassés-croisés entre juilletistes et haussiens. Bison futé voie noire sur toute la France dans le sens des départs ce samedi. C'est rouge dans le sens des retours, sauf en Ile-de-France où ça reste noir. Ouais, c'est pas simple en effet, ni de rouler dans les trains ni sur la route. Alors Damien Chart, on vous retrouve. Vous êtes sur la route, ou sur l'A7 précisément, au sud de Lyon. Comment est-ce que ça roule à l'heure actuelle de votre côté ? Alors ici, on est à Saint-Rambert-d'Albon, exactement dans la Drôme. Vous le voyez derrière moi, dans le sens des départs, ça roule pas trop mal, c'est fluide. C'est à partir de Valence que ça bloque. On a vu un panneau d'indication. Il était mentionné 3 heures pour faire Saint-Rambert-d'Albon un petit peu avant jusqu'à Orange. Donc c'est 3 fois le temps de parcours habituel. Dans le sens des retours, donc c'est les voitures que vous voyez sur ma gauche qui remontent vers Paris. Ça bloque évidemment souvent au tunnel de Fourvière, côté de Lyon. Donc évidemment, c'est une journée difficile. Écoutez les automobilistes qu'on a interviewés tout à l'heure avec Mathias Sarès sur l'autoroute de Solèze qui s'organise un peu pour ces longs trajets. Ouais, ça se passe pas trop mal, oui. On a un petit peu de ralentissement ici à quelques kilomètres, mais sinon ça roule.
Voilà, on a fait en deux étapes. Ici, il nous reste encore 200 km à faire. Oui, on s'arrête plus ou moins toutes les heures et demie pour les chiens. Nous, ce serait plus facile, on viendrait en une fois, mais avec les chiens, voilà, on doit s'arrêter toutes les heures et demie. Donc prudence évidemment dans les bouchons, dans les ralentissements, il faut faire des pauses toutes les 2 heures. Si vous pouvez éviter Orange-Marseille, entre 16h et 18h, évidemment ça va bloquer. Plus on descend au sud, plus ça bloque. Et puis dans l'autre sens, donc ça va être après Lyon que ça va être un petit peu plus difficile, vers 18h également. Merci Damien Charton pour ces observations et toujours la prudence sur cette route. Vous le savez, avec les arrêts toutes les 2 heures. Vous étiez avec Mathias Arès. Dans l'actualité également, peut-être une lueur d'espoir avec cette avancée majeure dans l'enquête sur la disparition de la jeune Lina. L'annonce encourageante vient de la procureure de Strasbourg. Oui, de l'ADN de la jeune fille de 15 ans dont la trace a été perdue il y a 10 mois près de son lieu de résidence de Plaine dans le Bas-Rhin. De l'ADN donc a été découvert dans un véhicule volé retrouvé dans le sud de la France. Milan Argelas. Il s'agit sûrement de l'avancée la plus importante depuis la disparition de l'adolescente. L'ADN de Lina, 15 ans, a été détecté hier dans un véhicule volé retrouvé par les enquêteurs, près de là où l'adolescente avait disparu. L'ADN de Lina a été retrouvé, mais on peut supposer également que d'autres ADN ont été retrouvés. Et ça, c'est tout aussi important parce que le fait de savoir que Lina est passée dans ce véhicule, c'est une chose. Le fait d'avoir d'autres ADN indiciels peuvent orienter vers des protagonistes. Selon la procureure de Strasbourg, la découverte de l'ADN de l'adolescente dans ce véhicule devrait permettre de localiser Lina. L'espoir renaît chez ses habitants de Plaine, commune où vivait l'adolescente. Aujourd'hui, on a la preuve comme quoi une enquête, elle n'est jamais finie. Et on espère toujours qu'elle soit en vie. Maintenant, une réponse, ce sera la plus belle des choses déjà. J'espère qu'elle va être retrouvée. C'est ça. C'est ça l'importance pour la maman, voilà, les parents. Les investigations se poursuivent pour comprendre dans quelles circonstances l'adolescente est montée dans le véhicule. Lina, 15 ans, avait disparu en septembre 2023 dans le Bas-Rhin, sans laisser de traces, malgré les nombreuses recherches effectuées. L'actualité olympique à présent, puisque vous étiez peut-être parmi les 300 000 chanceux qui ont assisté hier à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques en bord de Seine, ou alors des 22 millions qui, comme Zachary et moi, l'ont regardé au chaud, au sec, à la télé. En tout cas, le spectacle, on peut le dire, valait le détour. Oui, la diversité sous toutes ses formes était à l'honneur du show mis en scène par Thomas Joly. Féministe, queer, métissé, cet hymne à la tolérance a parfois été jugé subversif. Son directeur artistique s'en est expliqué en conférence de presse aujourd'hui. Notre intention était d'inclure. Alors évidemment, quand on veut inclure tout le monde, eh bien, il faut n'exclure personne. Et ça pose cette question-là. Mais notre intention n'a jamais été d'être impertinent ou d'être subversif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre idée, c'est simplement que oui, dans cette grande diversité, il y a besoin d'être conjointement... nous avons en tout cas voulu, nous, conjointement, inclure tout le monde. Voilà. Inclure tout le monde. Et parmi les artistes, les nombreux artistes qui se sont produits hier, vous n'avez pas pu oublier la prestation de Philippe Catherine. Bonjour Philippe Catherine. Vous nous faites un honneur aujourd'hui d'être notre invité sur BFM TV. Alors, vous êtes actuellement au Club France, on vous retrouve là-bas. Bon, on voit que déjà vous avez changé de couleur, vous n'êtes plus bleu hier. Justement, alors on va déjà revenir sur cette polémique, sur ce spectacle jugé trop subversif. On a entendu les explications de Thomas Joly. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Oui, je n'ai pas compris. Pardon? Alors, oui, Thomas Joly, excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Oui, voilà. Alors, Thomas Joly s'est expliqué sur cette polémique d'un spectacle jugé trop subversif. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce spectacle hier? Comment vous l'avez vécu? Oh, moi, j'ai très bien vécu. J'ai regardé ça pendant que je me faisais peindre en bleu. Alors, j'ai eu le temps de le voir. J'ai trouvé ça très fou, libre, frais surtout. Et après les polémiques, j'en sais rien. À vrai dire, si il n'y avait pas de polémique, ce serait pas marrant. Si tout le monde était d'accord, avait le même avis, quel ennui sur cette terre. Ça serait un autre fascisme. Donc j'ai trouvé évidemment son idée d'inclusion est très bonne. Je veux dire, on ne va pas choisir l'exclusion. Ça serait quelque chose d'horrible. Donc évidemment c'est l'évidence qui a parlé hier.
Alors vous nous direz juste... Nakamura avec la garde républicaine, franchement c'était une grande joie. Vous parlez d'évidence, Philippe Catherine. Oui. On va revenir sur votre costume de scène. Vous êtes apparu sous une cloche, Dionysos nu, le corps peint en bleu au milieu d'une corbeille de fruits. C'était quoi l'inspiration? Dites-nous. L'évidence? Moi, j'ai apporté ma chanson. Je leur ai fait écouter parce que le nu, évidemment, rejoignait les origines des Jeux Olympiques. Les premiers athlètes en Grèce étaient nus. On le voit sur les peintures, les gravures de l'époque. Et j'ai apporté cette chanson, ils ont voulu la jouer. Et après, je me suis abandonné aux équipes. Alors, ils ont voulu me peindre en bleu. Je me suis abandonné complètement à leur fantasme. Et j'en étais très heureux. Et le public était également très heureux de vous voir aussi libre hier sur scène avec ce Luxor J'adore revisité, mixé justement avec votre nouveau single à un nu. Alors les spectateurs étrangers n'ont pas tous bien saisi. Donc là, vous nous avez expliqué l'inspiration, la nudité des premiers athlètes des Jeux Olympiques. Comment est-ce que vous réagissez au fait que ces étrangers, parfois, la télé n'ait pas compris ce plaidoyer pour la paix que vous avez voulu faire passer? Déjà peut-être la barrière de la langue. On avait demandé des sous-titres, mais je suis pas sûr que le CIO ait accepté. Même ils ont refusé parce que la chanson dit quelque chose de très simple. Il n'y aurait pas eu de guerre si on était resté tout nu. Et d'ailleurs, où cacher un revolver quand on est tout nu? Bon, c'est une question simple, mais c'est un message, disons, de paix. Et puis l'idée que, au fond, les premiers hommes seront peut-être les derniers. Peut-être que l'avenir sera naturiste si on va vers la décroissance. Vous voyez ce que je veux dire? On voit très bien. On a un petit peu envie des coulisses aussi, Philippe Catherine. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Thomas Joly, avec ses équipes pour mettre en place ce tableau? C'est-à-dire que chacun travaillait atelier par atelier, j'allais dire. Donc moi, je n'ai pas rencontré beaucoup d'autres artistes. Je crois que les pièces du puzzle se sont rassemblées hier soir, à la surprise de tous, et peut-être même des concepteurs de cette cérémonie. Donc c'est la seule et unique fois où ça pouvait être joué dans cet endroit. Donc c'est vraiment de l'ordre de la performance unique. Donc c'était vraiment atelier par atelier. Il y a eu une ou deux répétitions, pas plus. Alors quand même, la petite différence, parce qu'on va parler dans un instant de ce qui attend aussi. Il y a votre album qui va sortir en novembre, et puis vous allez faire ensuite une tournée des Zéniths en avril 2025. Mais là, ce que vous avez vécu hier, c'est quand même exceptionnel. Plus de 2 milliards de téléspectateurs dans le monde entier devant leur télévision pour assister à ce spectacle retransmis partout. C'est un track particulier pour vous ? C'était même pas un rêve, c'était que, en tant qu'exhibitionniste de nature, dès qu'il y a une caméra, un appareil photo, devant 2 milliards de personnes, c'est vrai que j'étais servi, comblé d'un point de vue personnel. Je crois que j'aurais de la difficulté à aller plus loin dans le fantasme. Mais voilà, moi j'étais une pièce dans le rouage. Ce qui m'a impressionné surtout dans cette cérémonie, c'est de voir les athlètes. Et puis alors j'ai regardé à la télé, c'est vrai que voir Zinedine Zidane, Laura Flessel, Laure Manodou, tous ensemble, Tony Parker, je trouvais que la fin avec ces athlètes en blanc qui se passaient le relais, c'était très émouvant. D'ailleurs c'était très simple comme tableau, mais c'était magnifique. Les JO, c'est évidemment aussi du sport. Antoine Forestier, vous êtes au Stade de France pour suivre cette demi-finale France-Afrique du Sud en rugby à 7. Une arène chauffée à blanc. Ça commence dans moins d'un quart d'heure. Comment sont les supporters de Antoine Dupont et de ses coéquipiers ? Oui, après la victoire 26-14 contre l'Argentine en quart de finale, les supporters, ils espèrent une victoire face à l'Afrique du Sud. Ça va pas être une mince affaire. Ils sont notamment très forts en défense, les Sud-Africains. Les derniers supporters sont en train de rentrer dans le stade parce que le coup d'envoi, c'est dans 15 minutes. Je vous propose de les écouter, interroger au micro de Tom Beck. Assez confiant, on a fait un bon tournoi déjà sur les Sevens, donc là on joue les demi, on espère les voir passer pour voir la finale, mais dans tous les cas il y a des chances de médaille. Donc, les Sud-Africains, on va les taper. On est assez confiant dans l'ensemble, on a vu que l'équipe de France de foot, de rugby à 7 a pu monter en niveau, le fait de gagner le match de quart de finale, ça nous permet d'arriver aujourd'hui avec la chance de les voir au moins 2 fois. Moi je suis excitée plutôt.
Mais On va gagner. on veut l'or. Ah, on verra. On a du fond. On croit en lui. Il y a une première Marseillaise qui vient de retentir à l'intérieur du stade. Les supporters sont chauds pour supporter donc l'équipe de France qui va démarrer son match dans maintenant un peu moins de 15 minutes. Et puis ensuite, il y aura soit un match pour la 3e place aux alentours de 19h, soit une finale, on l'espère, à partir de 19h45 avec, on l'espère, donc une première médaille française. Ce sera bronze, argent ou or. Antoine Forestier, vous êtes avec Tom Beck. Tout de suite, c'est vos vacances. Passez à votre programme aussi facilement que ça avec Ulysse. Ulysse, et c'est réglé. C'est vos vacances et c'est un week-end de chassé-croisé sur les routes de France. Soyez donc prudents, pensez aux vérifications d'usage de votre véhicule. Bérangère Cana, Marjorie Marcillac. Un dernier coup d'œil sur le moteur avant de prendre la route. Pour la sécurité de moi et puis des autres autour de moi, des autres voitures. C'est une obligation. Quoi ? Pour la sécurité. Et avec mes enfants aussi, je ne veux pas prendre des risques. Une sécurité assurée par Guillaume et son équipe. Oui, vidange, pneumatique et effectivement freinage. En période de forte activité, nous avons effectivement des effectifs qui sont gonflés. Une première étape de contrôle, la pression des pneus. Et surtout d'éviter des éventuels éclatements et de surconsommation, puisque avec l'état des routes, si le pneu était sous-gonflé, vous risquez potentiellement un éclatement du pneu et d'être bloqué sur l'autoroute. Et ensuite, c'est sous le capot de la voiture que Guillaume va faire les dernières vérifications. Donc là, vous avez l'huile qui doit se situer entre ces parties-là. Si effectivement vous n'avez pas assez d'huile dans le moteur, le principal risque c'est que le moteur casse. Important de vérifier toujours le niveau de l'huile, voire avoir un bidon d'huile pour réajuster si besoin, si le véhicule consomme un peu sur la route. Sans oublier l'huile pour le lave-glace et le liquide de refroidissement. C'est des choses qui sont complètement à la portée de tous pour regarder et pour être tranquillisé si malheureusement vous n'avez pas pu prendre de rendez-vous ou venir avant faire l'entretien de votre véhicule dans un garage. Des petits gestes simples qui peuvent vous éviter un dépannage avec des tarifs qui ont grimpé d'environ 4% depuis un an. Vous avez regardé votre programme aussi facilement que ça avec Ulysse. Ulysse, et c'est réglé. Merci, monsieur. Comme 80% des Français, le mal de dos me gâchait la vie. Depuis 10 ans, Perco innove pour nous. Perco a développé un t-shirt muni de tenseur. Ce dispositif médical change vos habitudes posturales et après 21 jours, 85% des utilisateurs déclarent avoir soulagé leur dos. L'une des meilleures manières de soulager mon dos, c'est de le renforcer en gardant ma liberté de mouvement. Rendez-vous sur perco.com et profitez de 100 jours pour essayer. Perco, libérez votre dos. Qu'est-ce qu'on va manger ? Après le loyer, il reste quasiment plus rien pour manger. En ce moment, je ne mange plus qu'un repas par jour. Quand Théo pleure parce qu'il a faim, j'ai honte. Qu'est-ce qu'on va manger ? Cette question simple est vitale pour les 7 millions de personnes qui n'ont plus les moyens de se nourrir correctement. Avec vous, nous pouvons y répondre. En donnant 10 € par mois, vous soutenez nos 760 centres de distribution. Avec 10 € par mois, vous aidez des personnes à manger à leur faim. Avec 10 € par mois, vous contribuez à répondre aux besoins vitaux des tout-petits. Appelez gratuitement le 0805 210 210 ou tapez croix-rouge.fr. Vous avez des difficultés à faire vos lacets? Certains vêtements sont inconfortables à cause des frottements? Vous êtes facilement essoufflé? Si ces situations vous parlent, vous êtes peut-être en situation de surpoids, voire même peut-être en obésité. Vous soulager de vos kilos peut améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, je suis en excellente santé. Je ne suis plus essoufflée. Je dors très bien. Je ronfle plus. La vie est belle. Pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité et profiter d'une offre exceptionnelle de moins 100 € jusqu'au dimanche 28 juillet, rendez-vous sur commejeaime.fr. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo vacances. Petit prix, grandes vacances.
Réservé en dernière minute chez Promo Vacances et payé en 4 fois avec Floa. Sur la route, il y a tout le monde. Et il y a nous. Nous qui vivons la route. Nous allons, nous venons, nous revenons. Nous roulons sur la 6, la D34, la N2. Nous avalons des kilomètres et des sandwichs triangles. Sans nous connaître, nous sommes ensemble. En cas de danger, en cas de contrôle, nous sommes prévenus, nous nous prévenons. Nous sommes 5 millions de membres et nous rendons la route plus sûre. Coyote, faire la route ensemble. L'ensemble matelas et sommier Guinguette à 479 €. But, vos envies sans attendre. It's such a pretty world today. Look at the sunshine. And every day is the same since I met you. Réservez sur l'appli hotel.com et trouvez l'endroit parfait pour vous. Clayton a été enfermé pendant 10 ans sans soins ni affection. 111 animaux ont été sauvés de la misère de cette maison. Vous pouvez reconstruire ces vies brisées en devenant compagnon SPA. Vous permettrez à 45 000 animaux de recevoir chaque année les soins nécessaires et l'espoir d'un nouveau départ. Recherchez sur Internet compagnon SPA ou appelez le 0806 700 710. Vos 10 € par mois reconstruiront leur vie. Quand vous me dites « l'énergie, c'est trop cher », je vous réponds « faites comme Marc ». Faites des économies sur votre énergie et réduisez vos factures. Avec l'installation de panneaux solaires, 5 890 € tout compris, installation, matériel, démarche, SAV, garantie. Carrefour Énergie, on a tous droit au meilleur. Rendez-vous sur énergie.carrefour.fr. Il suffit d'un peu de lumière en plus pour se sentir mieux chez soi. Chez K-Line, nos fenêtres vous offrent 15% de lumière en plus. Et la lumière vous offre tout le reste. K-Line, la fenêtre lumière. Et nous avons toujours ce même front qui ondule depuis hier sur le pays, de l'ouest à l'est, cette bande nuageuse qui recouvre complètement la moitié nord du pays. Donc sous ces nuages, quelques précipitations toujours bien présentes, surtout sur le centre, l'Île-de-France et en direction du nord-est. On pourrait aussi avoir quelques averses orageuses sur le centre-est, le nord-est également, dans le courant de l'après-midi. Demain matin, vous le voyez, il restera encore les traces de cette humidité sur le centre-est, encore quelques pluies sur le sud de l'Alsace. Nous retrouverons un ciel bien voilé sur le sud-ouest, du côté du Limousin également. Ailleurs, ce sera bien ensoleillé. Petit bémol, toutefois, près des côtes de la Manche, là, pas mal de nuages bas, de plaques de grisaille, mais dans le courant de l'après-midi, ce ciel mettra tout le monde d'accord. On sera tous logés quasiment à la même enseigne. Du soleil, un ciel variable. On aura juste sur les reliefs quelques averses orageuses possibles qui pourraient se déclencher dans le courant de l'après-midi. Vos températures, on les découvre. Là aussi, on va les surveiller. Ces températures, elles vont bien évoluer dans ces prochains jours. Elles restent un peu fraîches. Demain matin, 9 degrés à Cherbourg, 12 à Paris, déjà 24 à Nice. Ça commence à monter sur les régions du sud et regardez dans l'après-midi, 36 degrés, la hausse s'installe, se met en place là aussi du côté de Toulouse, 35 à Marseille, 34 à Grenoble, il fera 26 à Paris. Il y a ceux qui rêvent d'une piscine et ceux qui veulent une piscine de rêve. La météo des plages avec Everblue. Regardez la météo avec entrediscount.com. Yes! Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Et nous faisons le tour de vos plages pour ce dimanche après-midi. Les conditions seront très agréables. Retour de conditions anticycloniques. Regardez près des côtes de la Manche.
Plein soleil après une matinée un peu brumeuse. Les températures, elles grimpent tout doucement, 25 quand même du côté de Cavour ou encore sur le Mont Saint-Michel. Sur la façade atlantique, là aussi du grand soleil pour tout le monde. De la chaleur qui commence à s'installer plus au sud, 36 du côté de Biarritz. Hydratez-vous, protégez-vous du soleil, même chose exactement, voire même redoubler de prudence, de vigilance sur le littoral méditerranéen. Le soleil sera largement présent, les températures très élevées, 24 degrés dans l'eau du côté de Toulon et sur l'extrême sud-est, sur les Alpes-Maritimes et sur la Corse. Là aussi, on atteindra les 33 degrés au Lavandou, tout comme en Corse, pour une eau à 27 degrés à Porto Vecchio. Il y a ceux qui rêvent d'une piscine et ceux qui veulent une piscine de rêve. C'était la météo des plages avec Everblue. C'était la météo avec entrediscount.com. Yes! Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Vous êtes bien sur BFM TV, l'après-midi info, 15h29. Merci d'être avec nous. Une avancée majeure dans l'enquête sur la disparition de Lina. L'ADN de l'adolescente retrouvé dans une voiture. De quoi permettre de localiser la jeune fille, dit déjà la procureure de Strasbourg. Les dernières informations avec nos équipes en Alsace et analyse en plateau avec Joseph Agostini, psychologue. Bientôt la fin de la galère dans les TGV. Après les sabotages massifs d'il y a 2 jours, la situation est de nouveau normale dans l'Est et rétablie à 70% dans l'Ouest et le Nord. Tout devrait donc être définitivement sur les rails lundi matin, assure la direction de la SNCF. Et puis les Jeux de Paris, place au sport parce que la cérémonie c'est bel et bien fini. Céline Dion a quitté son hôtel, vous entendrez ses fans lui dire au revoir. Mais d'abord donc une découverte importante dans les recherches de Lina, 15 ans, disparue en septembre dernier en Alsace. L'ADN de l'adolescente a été retrouvé dans une voiture volée. Une avancée majeure, ce sont les mots de la procureure de Strasbourg. La jeune fille de 15 ans avait été aperçue pour la dernière fois à Plaine, dans le Bas-Rhin. Élise Phillips, vous êtes sur place pour BFM TV et c'est donc un rebondissement qui donne un nouvel éclairage à cette enquête. Oui, tout à fait, une avancée majeure, très importante dans cette enquête qui dure maintenant depuis 10 mois, puisque, vous le disiez à l'instant, l'ADN de la jeune fille a été retrouvé dans un véhicule. On sait que ce véhicule est une voiture volée qui était recherchée par les enquêteurs depuis quelques temps, depuis plusieurs semaines, et qui a été retrouvée il y a peu. Cette voiture, on sait aussi que le jour de la disparition de Lina, elle a borné dans le périmètre de la disparition, et donc elle a été retrouvée il y a quelques semaines par les enquêteurs qui ont très rapidement envoyé ce véhicule aux enquêteurs de l'IRCGN, c'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Les enquêteurs à Pontoise, en région parisienne, ont réalisé de nombreux prélèvements à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitacle notamment. Et ils ont obtenu des résultats assez probants puisque les analyses montrent que l'ADN de la jeune fille a été retrouvé sur plusieurs supports de l'habitacle. Et donc, les enquêteurs ont conclu que la jeune fille a été transportée à un moment ou à un autre dans cette voiture. C'est donc une avancée majeure dans cette enquête qui dure depuis le 23 septembre dernier et la procureure de la République de Strasbourg termine même son communiqué hier soir en précisant que selon elle, ces avancées devraient permettre de localiser la jeune fille. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ici à Plaine et à Saint-Blaise-la-Roche, que l'on connaît bien, on vient régulièrement depuis le début de la disparition de Lina. Eh bien, personne ne s'attendait à cette nouvelle. On a pu discuter notamment avec 2 témoins, 2 hommes qui ont vu la jeune fille, qui disent avoir vu la jeune fille le jour de sa disparition. Et ces 2 témoins, notamment l'ancien maire de Plaine, nous a expliqué qu'il était satisfait de cette avancée. Mais tout le monde reste prudent parce qu'il y a eu plusieurs rebondissements au cours de ces derniers mois dans cette enquête. Il y a eu des gardes à vue, il y a eu des fouilles dans des maisons, dans des véhicules qui, pour l'instant, n'ont rien apporté de probant. Donc tout le monde reste prudent. Et surtout qu'il reste encore beaucoup de questions. Le communiqué de la procureure de la République de Strasbourg ouvre beaucoup de portes. On ne sait, par exemple, pas à quels endroits précisément du véhicule l'ADN de Lina a été retrouvé, ce qui pourrait donner une indication sur le scénario du 23 septembre dernier. Est-ce que c'est un enlèvement ou est-ce que la jeune fille est rentrée de son plein gré dans la voiture? On ne sait pas à qui appartient cette voiture, qui était au volant le jour de la disparition. Donc beaucoup de questions encore qui restent en suspens et que les habitants de Plaine et la famille, bien sûr, de Lina espèrent voir résolues, en tout cas obtenir des réponses dans les prochaines semaines, les prochains mois. Élise Phillips avec Inès Médétonion dans le Bas-Rhin. Pauline Revenat nous a rejoint, chef du service police-justice de BFM TV. Cela faisait donc 10 mois que les investigations piétinaient jusqu'à cette découverte, l'ADN de Lina retrouvée. C'est déterminant dans l'enquête?
Oui, c'est l'avancée la plus importante dans ce dossier depuis le 23 septembre 2023. Souvenez-vous, elle envoie un message à 11h20, Lina, sur cette route en direction de la gare. Des témoins la voient sur cette fameuse route entre 11h15 et 11h30. Et ensuite, son téléphone cesse de borner. Il est 11h22. Ce sont les dernières traces de la jeune fille jusqu'à cet ADN retrouvé dans cette voiture volée 10 mois plus tard. C'est dire l'importance de cette découverte. Les enquêteurs, ils recherchaient cette voiture. Elise Phillips l'a rappelé. Ils la recherchaient depuis octobre. Et puis, il y avait eu des vérifications, des perquisitions, le domicile d'un professeur de musique, des gardes à vue, plusieurs. Mais ça n'avait rien donné, ça n'avait pas débouché. Alors là, oui, c'est une avancée majeure. Mais la dernière phrase du communiqué de la procureure de la République reste à ce jour énigmatique. Elle dit cette avancée majeure devrait permettre de, je la cite, localiser Lina. C'est pas rien en effet, hein. Donc ça c'est sur le plan judiciaire, mais cette découverte également, Joseph Agostini, vous êtes psychologue, elle a aussi un impact du point de vue psychologique. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet, une telle découverte, notamment auprès des proches forcément de Lina? Auprès des proches et notamment auprès de sa maman, Fanny Groll, qui a créé une association, les Étoiles de Lina. Donc elle est vraiment, cette maman, dans l'espérance de trouver sa fille vivante. Et effectivement, dans des cas de disparition, la seule manière de matérialiser c'est le corps, c'est-à-dire de ne pas retrouver, de ne rien retrouver, de ne pas retrouver de traces. L'inconséquence aussi de toutes ces recherches sur près d'un an, ça crée un effet de sidération duquel, en quelque sorte, les familles ne peuvent pas sortir. Elles sont confrontées à une douleur morale immense et il y a une sorte d'ambiguïté au fond, parce qu'elles veulent retrouver les enfants disparus vivants, mais dans le même temps, la douleur morale, l'acceptation qui permettrait d'arrêter cette douleur morale, de passer dans un processus de deuil, est impossible. Donc, quelque part, elles ne peuvent pas sortir de cette croyance qui les mène parfois à de faux espoirs. Là, l'espoir renaît, clairement. Ouais. Enfin, l'avancée est majeure. On verra où est-ce que ça nous mène, mais je pense à la maman de Lina. Oui, je pense que là, elle traverse des moments contrasté. Je parle sous votre contrôle, mais ça doit être très dur à traverser. Disons une grande ambiguïté, parce qu'au fond, ça relance l'espérance, mais pourquoi nul ne le sait encore. Exactement. Et dans le même temps, effectivement, la découverte de l'ADN après tant de mois de recherche, ça signe vraiment une reprise de l'espérance. Mais justement, Pauline, pour revenir sur l'enquête, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette découverte de l'ADN cette découverte, ça a changé quoi dans l'enquête? Ça change tout dans le sens où il y a des nouveaux fils à tirer. Ouais. L'objectif principal, c'est de retrouver Lina. On l'a vu dans le communiqué de la procureure, elle est visiblement très optimiste. Le second objectif, c'est de savoir avec qui elle se trouvait dans cette voiture. Alors, on imagine que les experts de l'IRCGN, ils ont travaillé pour isoler effectivement l'ADN de Lina dans un premier temps, mais d'autres ADN, des ADN tiers. Alors, celui du propriétaire du véhicule, on a compris que c'était un véhicule volé, et celui des personnes qui sont montées, qui ont utilisé ce véhicule. Il n'est pas dit que le propriétaire soit le conducteur le jour de la disparition. Il faut aussi que si l'ADN est exploitable, il soit relevable dans les fichiers des empreintes génétiques pour connaître le propriétaire. Donc c'est une des pistes de travail. Et puis, Élise le disait, en fait, nous, au moment où on a reçu ce communiqué, c'est une foule de questions qui sont arrivées dans la lignée, parce qu'il y a beaucoup plus de questions que de réponses aujourd'hui. Quel lien Lina avait-elle avec cette personne? La connaissait-elle? Comment est-elle montée dans ce véhicule? A-t-elle été contrainte? Était-ce de son plein gré? Où ont été retrouvées les traces ADN? Est-ce que c'était côté passager? Est-ce que c'était dans le coffre? Et là, ça signerait plus une entreprise criminelle. Voilà. Il y a une foule de questions et l'enquête redémarre, si je puis dire. En tout cas, est relancée aujourd'hui. Et justement, Joseph Agostini, c'est le point d'interrogation de cette enquête, l'hypothétique ravisseur. Quel effet est-ce que cette découverte peut avoir sur cette personne-là, de voir l'affaire revenir dans les médias avec de nouveaux éléments? C'est comme vous le disiez, on ne sait rien dans cette histoire. Effectivement, si le ravisseur a eu des intentions criminelles, eh bien, il y a vraiment la possibilité, enfin, de le retrouver. Maintenant, on n'exclut pas non plus dans cette affaire la possibilité que Lina ne donne pas signe de vie, mais soit quelque part sans être séquestrée. Donc il y a aussi cette possibilité, je crois, qui éclaire vraiment les espérances de la maman, et la porte n'est pas tout à fait fermée au moment de cette trouvaille. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir aidé à comprendre un peu plus ce que change effectivement cette découverte très importante, majeure, comme l'a dit la procureure de la République de Strasbourg, cette découverte d'ADN donc dans un véhicule dans le sud de la France.
France. Dans l'actualité également, la circulation des trains qui s'améliore au lendemain de l'attaque massive contre le réseau SNCF. Et c'est mieux, mais ça reste tout de même perturbé. Oui, 7 TGV sur 10 en circulation sur les axes nord, Bretagne et sud-ouest. Résultat pour les voyageurs, toujours 1 à 2 heures de retard. Il faut donc s'adapter. Milan Argelas avec Anne Lorban, Hugo Dorsemen et Boris Karlamov. Alors qu'elle est en route vers la gare ce matin, Émilie reçoit ce message. Je dois prendre le train pour partir en vacances et il y a 1 heure de retard et je pense que ce ne sera pas qu'1 heure de retard. J'ai reçu mon message quand on était déjà dans le métro. Du coup, c'était trop tard pour moi d'attendre chez moi. Donc je vais juste attendre à la gare en espérant qu'il n'y ait pas trop de retard. Le secret, s'armer de patience et rester attentif à la moindre évolution. Les panneaux de la gare Montparnasse affichent plusieurs trains retardés ce matin. Les usagers concernés préfèrent accueillir la nouvelle avec philosophie. Ce matin, en regardant sur l'appli, le train était maintenu. En revanche, il va mettre 45 minutes de plus. De toute façon, c'est les vacances, donc on fait avec et puis on s'organise en fonction. A priori, il n'y a pas de retard au départ et 1h10 à l'arrivée. Au moins, on peut arriver. On rentre chez nous. Des retards constatés aussi à Bordeaux. Mais pour les passionnés de sport, une priorité, arriver à Paris à temps pour assister au match de rugby ou de basket. Il y a 10 minutes de retard et peut-être ils annoncent 1 heure à l'arrivée, ça passe pour arriver à Paris à l'heure au match. Allez. On va prendre le train avec un peu de retard, donc ça va. Déjà, au moins, il y a le train. Même si on a 1h30 de retard, on va arriver à Paris. Nous, le match, il est qu'à 21h ce soir, donc ça va. Selon les dernières prévisions de la SNCF, 7 trains sur 10 circuleront ce samedi vers le nord, la Bretagne et le sud-ouest, avec des retards d'1 à 2 heures à prévoir. Et ces perturbations, nos journalistes aussi l'ont vécu, notamment Boris Karlamov qui est resté bloqué à Paris depuis hier. Ça y est, enfin, le trafic à Bordeaux, oui, j'ai dit quoi ? Paris, à Bordeaux. Ça y est, donc le trafic reprend sur l'axe Boris Atlantique. Oui, une situation qui s'améliore ici en gare de Bordeaux-Saint-Jean après une journée d'hier pour le moins chaotique. Au moins 10 TGV sont partis depuis ce matin depuis la gare de Bordeaux-Saint-Jean à destination de Paris-Montparnasse. Au total, ce sont 7 trains sur 10 qui circuleront aujourd'hui sur l'axe sud-ouest. Vous le savez, cette ligne à grande vitesse atlantique, elle a été impactée il y a maintenant plus de 24 heures par des actes de sabotage. Énormément de monde derrière moi et parmi ces passagers, il y a plusieurs dizaines de supporters de l'équipe de France de rugby à 7, puisque vous le savez, il y a des phases finales aujourd'hui. Des supporters qui se sont réveillés avec la boule au ventre ce matin, sans savoir s'ils allaient pouvoir et à temps rejoindre Paris pour assister à ces matchs. Je vous propose justement d'écouter ces quelques témoignages recueillis au micro de Florian Gourdin. Stressant parce que nous on a 20 jeunes à amener, on ne savait pas si on devait y aller, pas y aller. Donc jusqu'à hier soir, un peu avant la cérémonie, on ne savait pas si on devait appuyer sur le bouton oui ou non. Et bon, on a fait le choix de se présenter demain ce matin. Puis en espérant que ça avance dans la journée. Là, on va prendre le train avec un peu de retard, donc ça va. Déjà, il y a le train. Même si on a 1h30 de retard, on va arriver à Paris. Nous, le match, il est qu'à 21h ce soir, donc ça va. Puis on a réussi à trouver même le retour pour dimanche. On a le train quand même qui revient. Même si on met plus de temps, au moins il y a du train, quoi. La situation qui va s'améliorer d'heure en heure avant un retour à la normale prévu pour lundi. Annonce aujourd'hui donc du ministre des Transports démissionnaire. Boris Karlamov avec Florian Bourdin. À SNCF Réseau, les agents ont travaillé toute la nuit pour permettre d'améliorer la situation. Travailler toute la nuit dans des conditions pénibles, sous la pluie, ce qui ne facilite pas les choses. Mathilde Couvillers-Flornoy, Théo Touchet et Bruno Ferraud. Celui-là, c'est quoi ? Celui-là, c'est celui du DBC, il a été identifié comme pas stratégique. Dans ce poste d'aiguillage, l'heure est aux réparations. Les agents de la SNCF sont à la tâche. Ils doivent inspecter et réparer la 60aine de câbles endommagés par l'incendie volontaire. Un travail minutieux et long, car chaque câble contient au moins une 50aine de fils à vérifier. Ça consiste à couper des câbles, à faire des boîtes de jonction, à raccorder des fils, à vérifier si ces fils sont dans des bonnes conditions de réalisation. C'est une tâche qui est minutieuse et qui demande un peu d'expertise et qui doit être réalisée dans des conditions climatiques favorables. Et là, c'est pas vraiment le cas, c'est pour ça qu'on travaille sous détente. Ici, les réparations sont primordiales car 2 lignes de TGV se rejoignent en direction de Paris, notamment celle de Bordeaux et celle de Rennes.
L'intégralité de l'axe atlantique est donc en jeu et sous haute surveillance. Le réseau est sécurisé, voilà, il y a des grillages, nous avons des caméras, nous faisons circuler des drones, nous avons une centaine d'agents qui se relayent donc nuit et jour sans interruption pour réparer au plus vite et remettre en état l'infrastructure ferroviaire et pouvoir faire circuler les TGV à nouveau à leur vitesse normale. Le réseau sera testé ce soir de 23h à 5h du matin. L'objectif est de retrouver un trafic complet d'ici lundi matin. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques, vous l'avez suivi hier, comme 22 millions de Français devant leur télévision et quelques 300 000 chanceux sur les quais de Seine. C'est fini avec ce point d'orgue de la cérémonie. Vous l'avez évidemment tous vécu dans ce moment suspendu, magnifique. Cette tour Eiffel illuminée avec la prestation de Céline Dion qui n'a laissé personne indifférent. La star canadienne qui, ça y est, a quitté son hôtel parisien, saluée par ses fans. Écoutez. Et cette cérémonie d'ouverture avec évidemment ce moment qu'on a tous vu, l'allumage de la vasque. Une vasque allumée à l'issue d'un ultime relais auquel a participé le double champion olympique de judo David Douillet. Il dit son émotion d'avoir pris part à la fête. Je vous avoue que cette toute fin de tableau où nous étions tous les athlètes ensemble réunis avant que Marie-Jo ait dit allume la vasque, ça a été un moment qui, je dirais, pourrait tout résumer, c'est-à-dire on était ensemble, c'était confiné, il n'y avait pas de spectateurs, et on s'est dit, toutes ces années, toutes ces générations que nous représentons là, toute cette diversité, toute cette complémentarité, eh bien, c'est précisément ce dont on a besoin en ce moment, et c'est ce que les athlètes vivent à l'intérieur du village olympique, c'est ce qu'ils vont vivre dans leur compétition. Et c'est l'olympisme, c'est tous ensemble, on est capable de faire des choses absolument grandioses. Et ce message-là, eh bien, il doit être pour la France, mais il doit aussi être pour le monde entier. On en a vraiment besoin pour avancer, continuer à avancer. Moi, je suis fier d'être français. On est des créatifs, on est plein d'énergie, il y a plein de ressources. Il faut qu'on arrête de baisser les bras et de baisser les chines. On a beaucoup de qualité, énormément de qualité, et cette cérémonie l'a prouvé hier soir. Et cette vasque olympique que vous avez vue, donc illuminée hier, un anneau suspendu à 60 mètres du sol, et donc allumée, illuminée, sans combustible, et elle est 100% électrique. Électrique et accessible gratuitement de 11h à 19h. C'est dans le jardin des Tuileries, au centre de Paris, où vous vous trouvez, Edgar Becquet. Il y a de la pluie, mais les curieux sont quand même là. Oui, exactement. Il y a beaucoup de pluie, mais la pluie, eh bien, malgré la pluie, les touristes sont quand même là. Regardez sur ces images de Joao Alencar, cette vasque, elle se trouve juste derrière moi. Vous le voyez, cet anneau enflammé, surmonté par ce gigantesque ballon. Cette vasque, on peut l'admirer ici au jardin des Tuileries à Paris. On a vu beaucoup de touristes. On a vu notamment Jérôme, vous êtes venu du Haut-Rhin, c'est bien ça, pour voir la vasque. Exactement, pour voir la vasque, mais aussi tout ce qui a été mis en place pour ces Jeux Olympiques. C'est juste magnifique. On était tout à l'heure à l'esplanade du Trocadéro. Maintenant, on voit la flamme de tout près. On se rend juste après au centre aquatique de Saint-Denis pour aller voir l'équipe de France water-polo. C'est un rêve pour moi qui suis passionné de sport. Un rêve. Et là, de voir justement cette vasque, ça vous fait quoi ? C'est hyper émouvant d'imaginer comment ça s'est enflammé hier avec des athlètes que j'admire depuis de nombreuses années. La voir en vrai, ça brille de mille feux malgré ce temps qui n'est pas à la fête. Mais on en prend plein les yeux, c'est vraiment génial. Merci beaucoup Jérôme. En tout cas, pour vos réponses, vous le voyez une nouvelle fois sur ces images de Joao Alencar. Il y a beaucoup de touristes, des touristes qui ne sont pas découragés par la pluie. Vous la voyez, cette vasque qui a donc été allumée hier par Marie-Josée Pérec et par Teddy Riner. C'est gratuit, on peut s'y approcher si on fait la queue pendant plusieurs longues minutes, si on réserve en amont sur Internet. Et donc cette vasque, ce ballon qui surmonte cette vasque sera en hauteur tous les soirs entre 19h et 2h du matin. Merci pour ces précisions, Edgar Becquet, en direct donc de Paris avec Joao Alencar pour BFM TV. Dans l'actualité également, toute autre chose, mais
La sécheresse s'aggrave dans les Bouches-du-Rhône avec désormais 48 communes qui sont concernées par des restrictions d'eau. Oui, et donc interdiction de laver sa voiture devant chez soi ou de remplir sa piscine. Illustration à la peine sur Uvonne avec Anne Boisise de BFM Marseille. Malgré les fortes chaleurs, Julien, sa femme et ses enfants ne peuvent plus se baigner dans leur piscine comme ils veulent. On couvre notre piscine, on fait attention, on n'utilise pas la piscine à outrance. Aujourd'hui, il n'y a pas de remplissage de piscine, donc on ne pense pas vider la piscine et la remplir par la suite. Voilà, concernant la piscine, on fait attention. Après, on sait qu'il y a des restrictions d'eau aussi sur les plantes, l'arrosage des végétaux. Mais pour lui, pas d'arrosage. Il y a 3 ans, ce Pénois a opté pour du gazon synthétique dans son jardin. La cause, les alertes sécheresse qui se répètent d'année en année. Arroser, oui, mais pas n'importe quand. La ville rappelle les règles. On va arroser dans des périodes où il n'y a plus le soleil. À partir de 19h jusqu'à 6h du matin, par exemple, on peut préconiser des arrosages. Et pour les particuliers, et afin d'économiser l'eau, on peut leur demander, on peut leur recommander de faire des arrosages qui soient des gouttes à gouttes, par exemple. Au total, 48 communes des Bouches-du-Rhône sont concernées par ces restrictions d'eau, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Jingle. 5, 4. Et après c'est votre recette de l'été aujourd'hui avec Dominique Rizet qui délocalise Faites entrer la cuisine en cuisine. Faites entrer l'accusé en cuisine, je vais y arriver. Et c'est avec Cédric Hérimé, le chef du restaurant La Table, rien que ça. Et on cuisine du poisson. Réalisation Sébastien Rioux. Bonjour, je suis avec le très talentueux Cédric Hérimé. Bonjour Dominique. Chef de La Table. La Table, bonjour Cédric, c'est le restaurant de la grande épicerie de Paris. Voilà la scène de crime. Exactement. D'accord. La victime, c'est un bar. C'est un bar. Un bar, un poisson mort. Alors comme suspect, on a des courgettes trombolino, un petit verre de cébette, quelques cerises, des amandes pour apporter un petit peu de croquant et de fraîcheur. Donc pour les courgettes, on va les mettre côté tranche pour avoir une belle coloration. Et on va rajouter notre poisson qui va cuire en même temps sur la peau. D'accord. L'autopsie des cerises. Tu vas les prendre, on va enlever la queue, les couper en deux. Un demi-tour. Tac. Parfait. Donc on va se faire 2-3 amandes comme ça. Hop. C'est ça qui va rapporter une vraie texture après à notre poisson. On les met dans les cerises? Dans les cerises, directement. Cerise, amande. La victime est dans la poêle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On assaisonne le tartare. On émasse du verre d'oignon. Alors, regarde. La pointe du couteau toujours sur la planche. Du sel. Un trait d'huile d'olive. Et regarde, notre tartare est fini. Notre poisson, nos courgettes sont cuites. On est bon pour le dressage. On va prendre notre morceau de bar, tu vois, bien croustillant. Notre petit tartare d'amande. Bravo. Merci Dominique. Cédric, t'es vraiment un chef. À bientôt. La météo tout de suite.